N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont des témoignages inspirants avec une bonne dose de bonne humeur. Et aujourd'hui, j'accueille mon premier invité au masculin. Il y en aura d'autres bientôt. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que pour démarrer, tu veux bien te présenter s'il te plaît et tu as le droit de te présenter comme tu souhaites. Qui suis-je? On Oui, pourrait passer des jours là-dessus, ouais. essayer de se définir. Non, mais pour faire plus simple, je suis quelqu'un qui a grandi dans les Yvelines, mais avec une bonne dose d'influence bretonne, parce que mes parents sont du Finistère. Donc j'ai toujours eu un peu cette balance entre, on va dire, la région parisienne et la Bretagne. J'ai vécu et commencé mon parcours professionnel, en tout cas pendant une dizaine d'années à Paris ou proche de Paris. Et je suis installé depuis 4 ans dans les Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc. Et tu es team Finistère Nord ou Finistère Sud? On espère que les Finistériens vont écouter l'épisode, mais il y a toujours ce fameux débat. Et moi, toute la famille vient de la région brestoise et du Conquet en particulier, donc c'est clairement Finistère Nord. Et dans le 22, est-ce que tu as un coin préféré? Qu'est-ce qui te plaît dans les Côtes-d'Armor? Je pense que c'est mes environnements immédiats, dans le sens où j'adore me balader dans la vallée de Guédic ou sur la côte, dans la baie de Saint-Brieuc. Donc je pense que c'est les endroits que je connais le mieux. Et je dois dire que ça me fait quand même de l'effet quand je vais du côté du Cap Fréhel ou de la côte de Granit-Rose, de chaque côté, où on se prend quand même une petite claque à chaque fois. Donc je dirais voilà, entre Trégastel et le Cap Fréhel, voilà, toute cette côte-là. Et je crois savoir que tu es sportif aussi. Oui, je fais bah, j'ai fait du football à peu près sous toutes ses formes pendant une trentaine d'années. Aujourd'hui, je fais du football gaélique dans le club du pays de Saint-Brieuc. Ça fait seulement 1 an que je m'y suis mis, mais franchement, c'est un sport que j'adore, que j'invite tout le monde à découvrir d'ailleurs, qui est assez complet et qui est assez développé dans les régions celtiques comme la Bretagne. Et d'autre part, je fais aussi du sport avec l'Amicale laïque de Saint-Brieuc, donc avec un groupe qui change de sport toutes les 3 semaines. Donc c'est assez sympa aussi d'être Cool, voilà, sur du loisir, mais avec quand même une petite exigence, une petite découverte de régulièrement changer de sport. trop bien. Bon, j'ai mes sources à la CCI, là où tu travailles. J'ai aussi appris que tu avais fait l'UCPA. Et voilà, moi aussi. Donc, je trouve ça marrant. Donc, Ok. voilà, si tu veux bien nous partager ton expérience UCPA et expliquer aussi ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. L'UCPA, c'est une association d'éducation populaire qui a été créée il y a un petit paquet d'années, voire de décennies déjà maintenant. L'idée à la base, c'était d'inciter les jeunes voilà, à avoir une activité physique et à développer leur bien-être. C'est toujours le cas aujourd'hui, même si ça ne s'adresse pas qu'aux plus jeunes d'entre nous, hein, finalement. Ça s'est élargi. Et l'UCPA propose donc des stages principalement axés sur la pratique sportive dans tout un tas de lieux en France et parfois à l'étranger aussi. Oui. Donc, moi, j'ai découvert ça par des amis qui étaient partis faire de la navigation, en fait, de la voile ou du catamaran ou des croisières en voilier avec l'UCPA. Et en fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de pratiques qui étaient accessibles. Et notamment, moi, je suis plus axé sur les séjours montagne, quoi. Donc, j'ai découvert l'UCPA dans la vallée de Chamonix à Argentière sur de la randonnée ou sur voilà, des sports de montagne de façon générale. Et je dois dire que j'ai découvert des endroits magnifiques grâce à cet organisme-là, dans les Calanques de Marseille, dans les gorges du Verdon, voilà, et un peu plus récemment dans les Hautes-Alpes. Donc vraiment, si vous avez envie de passer un séjour à la fois découverte de lieux et de personnes et aussi quand même accès sport, bien-être, Mm. je vous invite vraiment à regarder ce qui est proposé parce que je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose qui pourra plaire. Ouais, je trouve que c'est vraiment des expériences, les semaines UCPA. Mm, tout à fait, ouais, c'est assez marquant. Ouais.
Tu disais juste avant que ça fait 4 ans que tu es revenu dans les Côtes d'Armor. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu? Envie de changement. Il y a eu plusieurs choses qui étaient concomitantes en fait. Un projet de couple à la base qui était de s'installer en Bretagne. Il y avait aussi pour moi une opportunité qui était que dans la fonction que j'occupais à l'époque, c'était pour une association qui est assez connue qui s'appelle Emmaüs. Ok. Donc Emmaüs France, pour laquelle je travaillais à cette époque-là. La possibilité d'aller s'installer en Bretagne ça s'est fait sur Saint-Brieuc parce qu'une des structures avec laquelle je travaillais le plus était basée à Saint-Brieuc. Et donc le choix des Côtes d'Armor s'est fait de cette façon-là. J'avais très peu d'attaches avec Saint-Brieuc et les Côtes d'Armor en arrivant. Moi, c'était plutôt le Finistère que je connaissais. Et finalement, ça s'est fait à Saint-Brieuc parce que j'ai eu la possibilité de garder mon poste, qui était un poste vraiment d'envergure nationale, mais en étant basé à Saint-Brieuc. Donc le choix s'est fait comme ça. Puis bon, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé à la fois dans la vie pro et perso, mais je suis toujours basé à Saint-Brieuc et j'apprécie de plus en plus. Ouais. Et aujourd'hui, quel est ton rôle au sein de la CCI des Côtes d'Armor? Mon rôle, c'est d'accompagner les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Souvent des personnes pour qui ce sera la première expérience de direction. Premier projet entrepreneurial, voilà, qui parfois savent pas trop par où s'y prendre, mais qui souhaitent créer une entreprise dans le domaine. Voilà, ça peut être très varié, hein, ça peut être des services aux particuliers, aux entreprises, de la restauration, du commerce. Finalement, tout ce qui n'est pas de l'artisanat, où là, on va plutôt orienter vers nos collègues de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pour tout le reste, potentiellement, ça peut être nous, les interlocuteurs. Et donc, moi-même, sur vraiment les personnes qui sont assez en amont, en fait, qui sont en train de réfléchir à leur projet et qui n'ont pas encore créé ou qui sont sur les premiers mois de gestion de leur nouvelle entreprise. Et à quelles étapes justement tu interviens? À quel moment tu démarres et à quel moment tu les lâches tout seuls dans la nature? Le plus tôt est le mieux, c'est-à-dire que dès que les personnes commencent à songer à créer leur entreprise, ça peut être intéressant de prendre contact parce que on a des réunions d'information en fait régulières. C'est des réunions qui sont gratuites, qui sont en visioconférence, qu'on fait toutes les 3 semaines et qui vont déjà donner pas mal d'éléments sur quelle est la démarche en fait de création d'entreprise. Quelles sont les étapes qu'on vous conseille de suivre, quelles sont les aides qui existent, comment est-ce que la CCI peut vous accompagner. Et donc finalement, ça mange pas de pain, j'ai envie de dire. Le plus tôt est le mieux parce que ça va te donner une méthodologie en fait aux personnes Mmh. qui se posent la question de peut-être créer ou reprendre une entreprise. Donc j'ai envie de dire le plus tôt est le mieux. Ouais. Et puis ensuite, donc voilà, je vais accompagner les personnes. Il y a plusieurs modalités possibles. On y viendra peut-être tout à l'heure. Oui. Mais si effectivement ça va jusqu'à la création de l'entreprise, l'idée, c'est de garder contact ensuite, hein, de rester en lien. Ça peut être de façon très régulière avec des rendez-vous de travail. Ça peut être de façon un peu plus informelle lors d'événements. On va continuer à inviter les créateurs d'entreprises qu'on a accompagnés. Et puis, en fait, tout au long de la vie de l'entreprise, là, ce sera peut-être un peu moins moi-même, mais plus mes collègues qui ont des expertises sur différents domaines, qui pourront continuer à accompagner l'entreprise tout au long de sa vie, et même parfois aussi en cas de difficulté, parfois même jusqu'à la fermeture de l'entreprise, d'avoir des conseillers de la CCI qui sont là pour nous accompagner dans toutes les étapes en fait, de vie d'une entreprise. Et sur quelles étapes, toi, tu interviens? Est-ce que tu es vraiment sur la partie, je sais pas, gestion, financière, le positionnement, la gestion commerciale? Enfin, c'est quelle thématique, en fait, tu balayes avec les créateurs d'entreprises? Alors moi, je suis généraliste, donc ça va être potentiellement toutes les étapes de la construction de leur business plan. C'est-à-dire que on va travailler d'abord sur faire son bilan personnel. Donc, quelles sont mes motivations à créer une entreprise? Quelles sont les compétences que j'ai acquises et que je vais pouvoir réutiliser? Quelles sont mes contraintes éventuellement? Donc voilà, faire une sorte amener les personnes en tout cas à faire le point sur qui porte le projet et
est-ce que le projet que je porte est bien en adéquation, voilà, faire ressortir en tout cas cette cohérence entre le projet et la personne qui porte le projet, ou les personnes qui portent le projet. Ça, c'est la Mmh. première étape. Une deuxième étape sur laquelle je travaille beaucoup avec les porteurs de projets, c'est l'étude de marché. OK. Donc là, on va vraiment, c'est souvent un gros morceau où je vais les inviter, bah, voilà, à analyser l'environnement dans lequel ils arrivent, l'environnement de marché, hein, sur leur future activité, aussi le territoire, hem, qui vont être leurs futurs clients, et j'essaie vraiment de les identifier, de les caractériser. Mmh. Quelle est l'offre existante aujourd'hui? Voilà, qui sont mes concurrents? Quelles sont les prestations ou les produits qui sont proposés? À quel tarif? Quelles sont les forces et les Ouais. faiblesses un peu de ces concurrents? Est-ce que je vais avoir des fournisseurs? Donc si oui, commencer à les étudier aussi. Est-ce qu'il y a des prescripteurs, donc des personnes ou des structures qui pourront m'apporter des clients? En fait, voilà, c'est vraiment tout ce travail-là sur l'étude de marché, les amener à se poser toutes ces questions-là, aller chercher les réponses, et ça va les aider, à plusieurs choses. Ça va les aider déjà à se positionner, c'est-à-dire à choisir quelle est l'offre de produits et de services que je vais, proposer. Ça va, valider ou non, une opportunité de marché. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y Mmh. a vraiment un besoin en fait, hein, Ouais. là où je vais? Ça va les aider aussi à, construire des hypothèses de chiffre d'affaires ou de fréquentation, enfin, ou de vente, de prestations, ce qui est toujours très dur Ouais. quand on est en création. Voilà, on a souvent beaucoup de mal à évaluer ça. Donc plus on travaille son étude de marché, plus on a des éléments pour essayer de se dire: «Bah, voilà, je pense que je peux tabler sur X vente, de tel produit, ou Y, fréquentation de ma boutique, ou de mon restaurant par jour, ou par semaine», et Mmh cetera. mh. Donc ça va les aider à rentrer dans l'économique, et puis, ça aide à, bah, réduire les risques, hein, de façon générale. Voilà, si on a bien identifié, notamment la réglementation sur un domaine, voilà, on évite de se Ouais. faire surprendre, une fois qu'on s'est lancé, ce qui est toujours plus désagréable. Et enfin, ça aide à convaincre aussi, hein, parce que, bah, plus on a travaillé son étude de marché, plus on est solide, hein, sur Mmh. la construction de son projet, et plus on va avoir, la capacité à emmener, des partenaires, des financeurs, avec nous. Mmh. Donc c'est, voilà, ça c'est vraiment, une des étapes clés sur laquelle je travaille avec les porteurs Ouais. de projets. Et la suite, bah, c'est aller sur des questions plus économiques. Voilà un petit peu ce que je disais, les hypothèses de chiffre d'affaires, de charges, les aider à construire leur budget prévisionnel. Ils le travailleront aussi souvent avec un comptable, hein, ensuite, mais au Oui. moins ils auront les premiers éléments à apporter là-dessus. Là encore, hein, le projet, bah, peut s'arrêter à ce moment-là, hein, le montage de projet, si on se rend compte que c'est pas rentable en l'état, ou qu'il y aura pas matière à se rémunérer, à rembourser les emprunts. Ça peut être un point d'arrêt au projet, ou alors, une incitation à le modifier largement pour avoir quelque chose qui soit équilibré d'un point de vue, économique. Et enfin, pour aller au bout de Y la réponse à oui. ta question, je vais travailler aussi avec eux sur tout le volet juridique, fiscalité, couverture sociale du dirigeant. Voilà, OK. souvent des domaines qu'on connaît pas, hein, Ouais. quand Ou on n'a qui pas sont ou qui créé sont laissés de d'entreprise. côté des fois. On se dit: «Ah Voilà, qui ça se peuvent faire passe un peu plus tard». peur, c'est ça. Bah, alors, c'est ça serait bien que ça arrive à ce moment-là seulement. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui se focalisent un peu sur ces questions-là au tout début, alors que voilà, pour nous, ça doit arriver plutôt à la fin, hein, du montage de Mmh. projet, parce que ça va dépendre de tout le reste. Et donc, là-dessus, il y a quand même au moins une première grosse sensibilisation qui est faite sur les questions de statut, sur les questions de Ouais. fiscalité, de cotisation sociale, de droits, et cetera, et cetera. Mmh mh. Et comment tu gères, ceux qui abandonnent? C'est courant, que, les projets parfois n'aboutissent pas ou soient reportés, ou, c'est tout à fait, normal en fait, hein, que tous les projets n'aboutissent pas, Mmh mh. ou alors n'aboutissent pas dans leur forme initiale, ou n'aboutissent ou pas dans le tempo initialement, conçu. Donc faut l'accepter en fait, hein. Je pense que c'est plutôt les porteurs de projets qui c'est plus lourd pour eux, hein, parce que, ben, voilà, à un moment, on se projette dans quelque chose, on se rend compte que ça va peut-être pas fonctionner pour X raisons. Donc je dirais le travail, mental, il est plutôt c'est plutôt eux, hein, qui doivent le supporter.
Pour ma part, voilà, c'est plutôt de pointer s'il y a des points de fragilité, sur le projet, c'est de les pointer, dire voilà, attention à tel aspect, tel aspect. Ensuite, c'est les porteurs de projet qui restent maîtres de la décision de se lancer ou pas. Et est-ce que dans ton rôle, justement, tu gères autant la partie, entre guillemets «opérationnelle» et aussi la partie émotionnelle, ceux qui arrivent et en rendez-vous et qui ont eu la mauvaise nouvelle et tu vois, tu dois aussi débriefer avec eux, ce qui s'est passé et cetera? Bon, on est entre humains, hein, donc Mmh. forcément, il y a une petite part de dynamique émotionnelle qui est à prendre en compte. Ça fait partie de la dynamique d'un porteur de projet, donc il faut le prendre en compte. Ouais. C'est une chance, je trouve, de travailler avec des personnes qui sont à un moment de leur vie où ils ont une dynamique positive en fait, de création de leur Ouais. projet. Donc c'est assez plaisant de travailler dans ces conditions-là. C'est aussi une période où les gens sont plutôt à l'écoute, en général, hein, en tout cas de conseils qu'on peut leur prodiguer pour qu'ils puissent se lancer dans des meilleures conditions possibles. Donc, je sais qu'on est à un moment où il y a cette dynamique positive là, émotionnelle, en tout cas quand on prend contact. Ça peut évoluer, c'est-à-dire que si Ouais. on se rend compte que le projet n'est pas viable, que finalement le moral baisse et que le contact se distend, et voilà, ça fait partie des aléas de la vie, hein. Et on peut avoir aussi un contre-coup après création, c'est-à-dire que on est dans une dynamique très positive dans la phase de montage de projet, et cetera. On se lance, on obtient les financements, et cetera. C'est parti. Et puis, au bout de quelques mois, on peut avoir un peu ce contre-coup là, où on a l'impression de Ouais. se retrouver très seul, où on est très la tête dans le guidon, dans l'opérationnel, et cetera. Et donc là, c'est important de garder contact avec les personnes et de les inclure dans des réseaux de chefs d'entreprise, en fait. Mmh mh. Voilà, que les personnes ne soient pas seules dans leur barque, ou en tout cas qu'ils aient des points d'échange, soit avec des conseillers comme nous, soit avec d'autres chefs d'entreprise. Mmh mh. Quelle qualité, toi, tu as développée, dans ton approche et dans ton rôle? Je pense que l'écoute réelle, je veux dire, hein, une écoute active, ça a été Mmh. développé dans mes expériences précédentes et je continue à le pratiquer régulièrement. Donc c'est-à-dire être à l'écoute, ouais, des besoins de la personne, de ce qui est dit, de ce qui n'est pas dit aussi parfois, essayer de, Oui. voilà, de percevoir en fait, aussi un peu les traits de caractère ou les appétences des personnes, là où elles vont être à l'aise, là où elles vont être beaucoup moins à l'aise. Hem, ce qui est maîtrisé aussi, hein, savoir identifier, à un moment les compétences des personnes aussi, ou ce qui reste à construire. Donc voilà, cette écoute et cette évaluation des compétences, je pense que c'est important, et peut-être la capacité à interroger en fait, à conseiller. Souvent, chaque porteur de projet maîtrisera bien mieux son domaine d'activité Oui. que moi. Donc voilà, Oui. vu que je suis généraliste, je ne peux pas maîtriser les centaines d'activités possibles qu'on peut accompagner. En revanche, je peux, ce que j'ai développé, ça va être amené à interroger, à questionner, et c'est une part du métier de conseil en fait, hein. C'est ça, hein, c'est d'aller amener les personnes finalement parfois à exprimer quelque chose qui est au fond d'eux, et à le faire sortir, à le faire formuler, et les amener à formaliser les choses aussi, quoi. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui sont dans notre tête, et là, Oui. l'idée, ce serait aussi d'arriver, à les mettre à l'écrit, ou à arriver à les exprimer clairement, ou à mettre en valeur tel ou tel aspect du projet, pour pouvoir se lancer. Donc c'est peut-être ça là, les qualités que je développe. La transmission aussi forcément, il y a de l'animation de formation aussi, donc Ouais. c'est une autre partie du métier, où voilà, on va avoir une dizaine, on va dire en moyenne de chefs d'entreprise qui vont être dans une formation. Et là, alors on va peut-être en parler un peu plus tard, hein, mais Oui. il y a une posture aussi de formateur qui est intéressante à développer, qui me plaît beaucoup.
Alors juste avant d'aborder ce côté formateur, j'aurais voulu savoir, toi, c'est quoi ta définition de ton rôle de conseiller? C'est quoi pour toi cette notion de conseil? Ça va être, accompagner les personnes déjà, donc qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils aient un écho et un regard sur leur projet. Et c'est une part non négligeable des choses où il y a certains rendez-vous où j'ai pas eu l'impression d'apporter beaucoup d'éléments techniques, heu, à la personne, mais elle était ultra satisfaite du rendez-vous parce qu'en fait, il y a eu simplement, un regard extérieur, de la reformulation, du questionnement et autres et qui les ont fait avancer et voir les choses de façon plus claire. Donc il y a ce côté accompagnant et puis, il y a le côté, renforcement. Donc, au sens large, c'est-à-dire on renforce ses compétences. Enfin, un porteur de projet, je vais l'amener à renforcer ses compétences, à renforcer son réseau aussi, parce que je vais potentiellement me mettre en relation avec telle personne sur le territoire qui va être pertinente pour son projet et renforcer, le projet en tant que tel, hein. C'est-à-dire que, bah, voilà, plus on travaille son étude de marché, plus on travaille ses budgets prévisionnels, plus on comprend les implications juridiques, fiscales et cetera, bah, plus on a de chances de réussir, en fait, dans son projet. Donc c'est ça, le côté renforcement, il est, multiple. Donc c'est ça, il y a un petit Mmh. côté, accompagnant et renforcement du projet, ouais, et de la OK. personne. Est-ce que, bah, maintenant tu veux bien nous parler, bah, de ton rôle de formateur et aussi de la formation, qui s'appelle 5 jours pour entreprendre? C'est une des formations phares, des chambres de commerce, et d'industrie. C'est une formation qui est proposée dans toute la France, qui, comme son nom l'indique, dure une semaine, donc du lundi au vendredi, en tout cas chez nous, c'est comme ça que c'est délivré, c'est du présentiel, du lundi au vendredi. Ça demande de pouvoir se dégager une semaine pour le faire, mais franchement, j'invite toutes les personnes qui ont des projets de création, de reprise d'entreprise et pour qui ce sera la première expérience d'entrepreneuriat, à s'inscrire à ces semaines-là. On va, vraiment, prendre le temps de renforcer les compétences des personnes sur toutes les étapes que j'ai citées un peu plus tôt, Oui. où là, on va avoir, des conseillers de la chambre de commerce et d'industrie qui vont se succéder pour, animer des temps de formation sur l'étude de marché, sur le modèle économique de l'entreprise, les budgets, sur la comptabilité, et cetera, sur la stratégie commerciale et la communication aussi. Mmh mh. On va faire intervenir, des, experts, externes, donc des experts comptables, des avocats, pour, animer des temps de formation sur, le juridique, la fiscalité, la couverture sociale et cetera. Donc c'est un programme qui est assez costaud, où, les personnes vont aussi travailler leur capacité à présenter le projet. Mmh. Donc Le pitch. voilà, le pitch, c'est ça, c'est-à-dire que, bah, moi demain, je souhaite créer une entreprise, bah, durant cette semaine, je vais renforcer mes compétences sur tout mon futur rôle de chef d'entreprise. Je vais aussi appliquer chacune des séquences à mon propre projet. Donc c'est-à-dire que si, voilà, on travaille une séquence sur l'étude de marché, bah, évidemment, moi je vais l'appliquer à mon futur domaine d'activité. Donc ça va être un gros boost, moi, pendant cette semaine-là, sur la construction de mon projet Mmh mh. et puis je vais apprendre aussi, ce qui est pas anodin, à, présenter de façon synthétique mon projet. Qu'est-ce que je vais faire? À quels besoins ça va répondre? À qui je vais m'adresser? Mmh. Parce que voilà, un porteur de projet ou un futur chef d'entreprise, sera amené très très souvent à devoir, présenter rapidement, son entreprise et l'intérêt de son produit et de son service, parfois en 30 secondes, 1 minute, à tout Oui. un tas d'interlocuteurs. Donc on va vraiment, travailler ça aussi durant cette semaine. C'est une compétence qui est utile pour des porteurs de projets. Est-ce que pour toi, se faire accompagner dans sa création d'entreprise, c'est indispensable? Obligatoire? Je sais pas comment le dire. Moi, j'ai mis se faire S accompagner, c'est la clé, parce que moi, je dis Oui, souvent ça, mais voilà, je voulais juste que tu nous partages, ta vision. alors c'est pas obligatoire d'un point de vue, légal, sauf Ouais. certaines professions réglementées où il faut avoir, voilà, un diplôme, une Mmh certification ou mh mh. autre. Si on sort de ce qui est légal, moi je pense que c'est,
clé aussi, ouais, c'est très fort, je le conseille très fortement, pas uniquement parce que c'est mon métier, aussi parce que ça renforce très nettement les chances de survie, du projet. Mmh mh. Hem, on voit très rarement, on voit enfin, autour de nous, dans la presse locale, parfois des projets qu'on n'a pas accompagnés. Enfin, on entend parler, de quelque chose qui s'ouvre, ah bon? Et on en discute entre nous: «Est-ce que c'est toi qui as accompagné?» «Non, non plus». Bon, ils ont tout fait tout seuls, c'est leur première expérience de chef d'entreprise. C'est un peu risqué et malheureusement, assez souvent, il y a des grosses difficultés qui sont rencontrées par ces structures-là. À l'inverse, quand on est accompagné, on peut être alerté un peu plus tôt, sur, telle ou telle difficulté potentielle ou des points d'attention qu'on n'aurait pas vus si on avait été seul. Et Mmh. franchement, il y a tout un écosystème de l'accompagnement, et de l'aide au financement aussi de la création d'entreprises, qui est là pour des créateurs d'entreprises. Il faut l'utiliser, quoi. Vraiment, c'est des choses qui vont nous permettre de renforcer nos chances de succès et développer notre réseau. Donc franchement, profitez-en. Il y a tout un tas de structures et de personnes comme nous qui sont là pour vous aider, en fait, pour vous faciliter la vie. Mmh mh. Donc oui, se faire accompagner, c'est, un des moyens de renforcer les chances de réussite de son projet. Quelles sont les qualités, d'un entrepreneur que tu vois régulièrement dans les personnes que tu accompagnes? Hem Il faut, alors je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde, hein, il y a des personnes qui sont très bien dans un rôle de salarié et ça leur convient. Des personnes qui sont très bien dans un rôle plutôt d'expert dans leur domaine, ça leur convient très bien aussi. Et des personnes qui vont avoir une fibre, ou une posture, entrepreneuriale. Mmh. Ça peut se développer aussi, hein, ça se travaille. Mais je pense qu'il y a une part d'acceptation de la prise de risque et un petit peu de lâcher prise, en tout cas du fait qu'on ne maîtrise pas tout. Quand on crée une Ouais. entreprise, voilà, il y aura des éléments de contexte, des éléments réglementaires, de la concurrence, plein de facteurs externes en fait qui Ouais. vont influer sur la réussite ou Mmh. non de l'entreprise. On ne va pas tout maîtriser. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une part d'acceptation de ça et d'aventure et de lâcher prise et de conscience qu'on ne maîtrise pas tout et on se lance. Je pense qu'il faut une bonne part de persévérance aussi. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas un parcours linéaire, hein. On va pas d'un point A à un point B où tout roule. En tout cas, c'est très rare. Le parcours d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, c'est, voilà, Mmh. c'est on rebondit là, on repart là, il y a une porte qui se ferme ici, qui peut-être s'ouvre là-bas et en fait, c'est naviguer, en fait, là-dedans et tou surmonter, sans cesse des obstacles, petits ou grands. Donc je pense que c'est ces 2 qualités qui sont, importantes pour des futurs chefs d'entreprise. Et justement, tu l'as un tout petit peu évoqué, c'était ma prochaine question. Est-ce que selon toi, on est tous faits pour, entreprendre? Bah, je pense que j'ai déjà plus ou moins répondu, il y a pas grand-chose qui est inné, donc tout se travaille, hein, Ouais. on est le fruit de nos expériences, passées, donc on peut développer une posture et des compétences de chef d'entreprise, mais certaines et certains seront plus à l'aise dans ce rôle-là que d'autres. Et quelles sont selon toi les qualités qui sont essentielles à développer quand on est entrepreneur? Une fois qu'on est installé, c'est Ouais, une fois qu'on est chef d'entreprise, ouais. je pense que la capacité à régulièrement, se remettre en question et évoluer, doit être centrale. C'est-à-dire que, voilà, on fait les choses d'une certaine façon, mais l'environnement peut changer, les souhaits de la clientèle peuvent changer, la concurrence peut changer et cetera et cetera et donc en fait, garder cette capacité à se questionner, se remettre en question et faire évoluer sa façon de travailler. Mmh Ça, mh. ça me semble, très important. La capacité à s'entourer aussi, hein, c'est-à-dire que alors soit par du recrutement si on est, au sein d'une équipe qui commence à grossir et qu'on Mmh. on commence à avoir des salariés, mais Ouais. ça peut aussi être la capacité à s'entourer, par, voilà, ben, un banquier, un expert comptable, un avocat, ou enfin voilà, ça peut être aussi des personnes ou des structures qui sont en dehors de l'entreprise, mais qui vont être des appuis ou Ouais. des experts ou des conseillers comme nous, hein, hem, des agences de communication, enfin voilà, aller chercher en fait souvent des expertises qui vont,
qui vont nous faire gagner du temps. Et voilà, on ne peut pas être expert de tout. Il faut savoir le reconnaître. Donc, ça veut dire aussi se centrer sur le cœur du métier, qui pour un chef d'entreprise va être mener sa barque, va être notamment développer l'entreprise, être sur voilà, le développement commercial, hein, notamment de l'entreprise. Et donc, savoir déléguer ce qui peut être des tâches où on pourrait passer beaucoup de temps et où on n'est toujours pas certain d'être excellent, là où voilà, on peut le déléguer à des experts sur Oui. certaines choses. Est-ce que tu aurais une anecdote, un accompagnement qui t'a marqué? Il y en a plusieurs, mais Ouais. c'est vrai que je pense que des parcours de reconversion sont toujours assez particuliers. Voilà, on a des personnes qui ont une première partie de carrière, on va dire, qui pour X raisons veulent changer. Je pense, ouais, j'ai eu le cas quelqu'un qui était boulanger pendant longtemps et qui, voilà, déjà avait envie de changer et puis avait commencé à identifier un marché en fait, hein, sur de la location pour de l'événementiel, de décoration ou d'éléments de photos, voilà, Ok. des choses qui pourront être louées dans de l'événementiel. Donc, il a commencé à le tester un petit peu à droite à gauche en tant que Trop bien. particulier. Et en fait, c'était une belle histoire parce qu'on a vraiment bien travaillé ensemble sur son projet de création d'entreprise. Il s'est lancé et voilà, ça y est, aujourd'hui, c'est quelque chose qui roule. Et je pense que là, on est pleinement dans notre rôle de faire monter en compétence les personnes et de les aider à monter leur projet dans les meilleures conditions possibles. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, quand le projet arrive à son terme et que vraiment l'entreprise se lance, que tu vois aussi le dirigeant s'épanouir? Qu'est-ce que ça te fait, toi? C'est un grand sentiment de satisfaction, parce que c'est clairement pas le cas de tous les projets que j'accompagne ou qui arrivent en premier contact, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a donc quand ça va jusque-là, ça veut dire que, il y a beaucoup déjà d'étapes qui ont été franchies, Ouais. et que souvent la personne s'épanouit. On se dit qu'on l'a un peu aidé à un moment donné dans son parcours-là. Donc, c'est assez satisfaisant aussi de se dire qu'on a pu être utile dans ce parcours-là et probablement qu'on va continuer à l'être parce que voilà, comme je le disais, l'idée c'est de garder contact, hein, aussi parce que demain, la personne ou les personnes pourront avoir de nouveaux besoins. Nous, on a tout intérêt à ce qu'il y ait un développement économique sur le territoire, hein, c'est notre but. Ouais. Et puis, c'est plaisant aussi d'un point de vue interpersonnel. Voilà, c'est quand même sympa de garder le contact avec des personnes qu'on a accompagnées à un moment donné et puis Oui. de rester en lien, en fait. Mmh mh. Est-ce que tu as une source d'inspiration, toi, dans ton quotidien? On dit toujours qu'il faut avoir des modèles inspirants. C'est qui, toi? Des modèles inspirants dans mon métier. Je me suis beaucoup appuyé sur la personne qui occupait le poste avant moi, en fait, donc Rebecca qui était la responsable du pôle quand je suis arrivé. Donc, vu qu'elle avait occupé le même poste pendant une dizaine d'années, voilà, elle maîtrisait tout sur le bout des doigts. Et donc, je pense que c'était facilitant pour moi d'arriver dans ces conditions-là et de m'inspirer de la rigueur qu'elle peut avoir et de la qualité, de la quantité du travail qu'elle a déployé. Donc, c'est une forme, ouais, c'était un modèle qui était là, en tout cas, Mmh. quand on est arrivé, quand je suis arrivé, en tout cas. Ouais. Au-delà de ça, ça va être des personnes que j'ai croisées un peu plus tôt dans mon parcours, notamment au sein du mouvement Emmaüs, où là, il y a des personnes que j'ai trouvées vraiment très inspirantes et attachantes à la fois ouais, dans le travail qu'ils déploient, mais aussi dans leur engagement militant, en fait, hein, pour être utile à des personnes qui ont eu des parcours plus compliqués pour X raisons. Bah, comment est-ce qu'on construit ensemble des activités économiques? Comment est-ce qu'on construit ensemble des structures et des parcours qui vont nous tirer vers le haut, quoi. Donc, c'est vrai qu'ils seraient trop nombreux pour les citer, mais au sein du Ouais. mouvement Emmaüs, j'en ai rencontré beaucoup. OK. On espère qu'ils écouteront, l'épisode. Est-ce que tu aurais 3 conseils à partager pour quelqu'un qui voudrait se lancer?
3 conseils pour Ouais. quelqu'un qui veut se lancer. Alors, le premier conseil, je pense que ça serait de faire un peu comme je disais, son bilan personnel, le point sur soi-même. Ça, c'est ma Euh, partie, hein. ouais, C'est ma partie bilan de compétences. d'accord, c'est ça, ouais. Venez. Bah, bon, bah voilà, tu vois, j'ai pas fait exprès, tu vois, mais ça arrive assez tôt pour moi, c'est de se dire, bah, enfin, voilà, où est-ce que j'en suis en termes de parcours personnel, de parcours de vie aussi, hein, Mmh. quelles sont mes appétences, mes motivations, mes compétences, enfin voilà, en fait, avoir tout ce travail sur soi. Et si on est plusieurs, que chacun fasse ce travail sur Ouais. soi, si on souhaite s'associer. Peut-être, voilà, ce conseil de ne pas sauter cette étape-là. Se faire accompagner de façon générale. Donc là, bon, Mmh. c'est ressorti, hein, je pense, de ce qu'on s'est dit Oui. aujourd'hui. Et c'est vrai, ben, un autre conseil que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est de faire les choses dans l'ordre, de ne pas se focaliser, de passer trop de temps sur des questions très compliquées de fiscalité, de statut juridique d'entreprise, etc. Parce qu'on peut y passer des jours et à s'arracher les cheveux, alors que, en fait, là-dessus, un porteur de projet, il sera accompagné, en fait, par nous, par nos collègues de la CMA, par des experts comptables, etc. Donc, euh, le principal pour le porteur de projet, c'est vraiment de travailler son offre, son marché, sa proposition, sa clientèle. Voilà, c'est vraiment sur ces éléments-là qui, à mon avis, je vous conseille de passer du temps. Et pour le reste, pour toutes les questions très compliquées, juridiques, fiscales, sociales, on sera là, ou vos experts comptables seront là pour Mmh mh. vous accompagner ensuite. OK. Donc vraiment, voilà, c'est un conseil que je donne régulièrement. Bon, c'est ça qu'on voulait, les 3 conseils que tu partages, régulièrement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que je peux mettre ton profil LinkedIn dans la description? Oui, tout à fait. Tu peux inclure mon profil. Vous pouvez contacter directement à l'accueil de la chambre de commerce, soit Cool. par téléphone, soit par mail, sur le site de la CCI Bretagne, pour préciser voilà, en quelques mots votre besoin. Et selon ce que vous allez exprimer comme besoin, comme type d'entreprise, comme emplacement, à ce moment-là, vous serez orienté chez nous vers la personne la plus adaptée pour votre besoin. Trop bien. Vincent, c'est l'heure de la conclusion. Donc, tu connais peut-être la consigne, c'est à l'invité de conclure. Donc, c'est à toi de conclure avec ton dernier message, si tu as une dernière chose à partager. Et donc, la consigne, c'est de terminer par le titre du podcast, N'oubliez pas de Oui. rêver. Je t'écoute. Alors c'est de l'impro totale. Ça me va. Je suis Je pense que voilà, j'ai envie de dire oser, au moins oser se renseigner, oser imaginer. Dans le sens où j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir parce qu'ils sont actuellement insatisfaits, dans leur situation actuelle, professionnelle. Et c'est souvent une des motivations à créer l'entreprise, hein, parce que Ouais. voilà, la situation actuelle n'est pas satisfaisante pour X raisons. Donc si vous êtes actuellement, soit indépendant ou même salarié, dans un espace où vous sentez que ça vous convient pas totalement, prenez le temps, tout en étant, en poste dans cette situation, prenez le temps, voilà, de commencer à lancer des choses, commencer à imaginer, commencer à vous projeter. Comme je l'ai dit, ça peut être très facile, hein, ça peut être déjà participer à une petite réunion d'information ou se renseigner sur un domaine d'activité Ouais. pour en fait, poser des premiers jalons, de ce qui pourrait être, un futur projet. Parce que ça donne vraiment du peps, hein, d'avoir toujours un nouveau projet professionnel quelque part dans un coin. Ça permet de préparer ce qui aboutira peut-être plus tard, mais ce qui se fait sans cassure nette, voilà, vous êtes pas obligé de tout quitter, du jour au lendemain pour Ouais. ensuite se dire: «Ah, voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant?» Vous pouvez commencer, à poser les jalons, les futurs jalons. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont en poste actuellement et que j'accompagne pour un futur projet, bah, soit de création d'activités secondaires, voire plus, hein, d'activités principales. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, renseignez-vous, n'hésitez pas à imaginer, à oser et n'oubliez pas de rêver. Génial. Merci Vincent. Merci à toi, Lucie. À bientôt. À bientôt.